C'est un nouveau coup porté aux plus pauvres dans le pays. Le projet de loi contre la fraude sociale et la fraude fiscale vient d'être adopté cet après-midi en première lecture par l'Assemblée nationale. 363 voix pour et 194 contre. Les discussions autour du texte ont cristallisé l'opposition gauche-droite dans la représentation nationale. D'un côté, le PS, les communistes, les écologistes et les insoumis ont voté contre. De l'autre, les macronistes, la droite républicaine et l'extrême droite se sont prononcés en faveur de cette loi. Chaque année, la fraude sociale coûte 14 milliards d'euros à l'État. La fraude fiscale cause quant à elle 80 à 120 milliards d'euros de pertes annuelles de recettes. Mais lorsqu'on se penche de plus près sur le contenu de cette loi, on se rend compte que ce sont surtout les bénéficiaires des allocations et des minima sociaux qui sont pointés du doigt. Alors pourquoi cette obstination ? Quelles seront les conséquences de cette nouvelle loi ? On en parle tout de suite avec Sandra Demarque, secrétaire nationale du syndicat Solidaires Finances Publiques, et Anne-Marie De Pasquale, déléguée nationale d'ATD Quart Monde. C'est le deuxième entretien de cette édition de Toujours Debout. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du Média. Alors, pour commencer, est-ce que vous pensez que ce projet de loi il va permettre de lutter efficacement contre la fraude sociale et la fraude fiscale ? Alors non, elle va surtout permettre la chasse aux plus pauvres. Et c'est pas une loi anti-fraude fiscale, si je peux me permettre. C'est vraiment une loi contre les plus pauvres, puisque vous l'avez dit en introduction, la fraude sociale, c'est 13 milliards. Dont quand même les 2 tiers, c'est la fraude due aux employeurs. En particulier, c'est 7 milliards de fraude aux cotisations sociales suite au travail dissimulé et au détournement de l'auto-entrepreneuriat. Et la fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Donc on voit évidemment que toutes les fraudes sont condamnables, mais on voit bien que toutes les fraudes n'ont pas le même impact sur le collectif, le vivre ensemble, etc. Donc c'est vraiment une loi contre les plus pauvres et qui met en place un récit, une nouvelle fois, un récit qui nous dit en fait ceux et celles qui fraudent sont avant tout les plus précaires, les plus pauvres, etc. Et on oublie dans le même temps que 13 000 millionnaires en France, sans frauder, avec le système actuel, avec les lois fiscales qui le permettent, ne payent 0 impôt sur le revenu. On oublie également, dans le même temps, qu'il y a 211 milliards d'euros d'aides publiques qui sont données aux entreprises et aux plus grands groupes, sans aucune contrepartie ni aucun contrôle. Et là, quand vous regardez un petit peu précisément, et ça, on y est aidé par le rapport du Sénat sur les aides publiques, on s'aperçoit que là aussi, il y a un peu de fraude. Et on voit bien qu'à travers cette loi, la fraude fiscale en particulier, n'est pas du tout l'objet de cette loi. C'est vraiment les plus précaires et les plus pauvres qui sont montrés du doigt et comme si c'était eux les plus gros fraudeurs. Anne-Marie De Pasquale, à ATD Quart Monde, vous travaillez beaucoup aussi de cette question-là. Vous partagez le même constat ? Oui, je pense que même on peut dire que ce qui est montré, c'est pas seulement que ceux qui fraudent sont les bénéficiaires des prestations sociales, c'est que ceux qui sont bénéficiaires de prestations sociales sont des fraudeurs. Et du coup, cette étiquette est manifeste sur l'ensemble des personnes bénéficiaires des prestations. Quels sont les volets les plus importants de la loi pour vous, ceux qui vous inquiètent le plus ? On peut parler du fait qu'une suspicion entraîne des suspensions et qu'on n'est plus du tout dans un régime de confiance. On passe sous le régime de soupçon. Il n'y a aucun accompagnement, aucune confiance qui est faite et on a directement des sanctions qui vont entraîner davantage de précarité, qui vont entraîner davantage de non-recours. Et je rappelle qu'il y a plus de 33% de personnes qui devraient être bénéficiaires de minima sociaux, de RSA et qui ne font pas appel aux droits qu'ils ont. Alors pour diverses raisons, mais parce que c'est bien compliqué, on va aggraver ce non-recours, on va aggraver l'entrée dans la très grande pauvreté, on va aggraver les expulsions locatives, et quand on n'a plus d'argent sur le compte, on est suspendu aussi de nos abonnements Internet et de tout ce qui permet de se reconnecter à ses droits. Donc on rentre dans un cycle infernal.
Alors, je précise simplement que la suspicion dont vous parlez, donc c'est l'article 28, et ça permettra à France Travail de suspendre pendant 3 mois les allocations d'un bénéficiaire, sans preuve en fait. Sans aucune preuve, sans aucun contrôle, par suspicion et a priori, malgré certains questionnements à l'Assemblée pour savoir quels étaient les critères définis pour choisir aucune réponse du gouvernement. Donc c'est un peu au doigt mouillé et on s'aperçoit d'ores et déjà, ici ou là, que sur les allocations sociales, etc., les départements font un peu comme ils veulent et ça va sans doute accentuer aussi les disparités dans les différents départements et donc les inégalités de traitement. Donc cette loi, en fait, elle est pour Solidaires Finances Publiques, mais sans doute pour un certain nombre d'associations, extrêmement grave et elle complète en fait ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, vous nous avez montré un reportage sur la loi sûre qui parlait de loi de justice à 2 vitesses. On est là aussi dans une société de plus en plus à 2 vitesses, où les plus riches, les plus fortunés sont protégés, parce que clairement, ils sont protégés par ce gouvernement, mais pas simplement par l'extrême droite aussi, qui a joué un rôle assez important pour tout à l'heure, on en parlera plus. Et c'est les plus pauvres aujourd'hui qui sont montrés du doigt et qui sont pénalisés sur un certain nombre de choix faits par ce gouvernement. Alors justement, le projet de loi, théoriquement, c'est un projet de loi contre la fraude sociale et la fraude fiscale. Dans les faits, la majeure partie des articles de la loi concernent la fraude sociale. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement se trompe d'ennemi ou alors au contraire qu'il a très bien ciblé les personnes qui voulaient stigmatiser ? Alors de son point de vue, je pense qu'il ne se trompe pas d'ennemi. De notre point de vue, il se trompe d'ennemi, évidemment, puisque ce sont toujours la même chose. On ne donne aucun moyen, par exemple, à la Direction générale des finances publiques pour pouvoir réellement lutter contre la fraude fiscale. On subit encore, avec la loi de finances qui a été votée on subit encore 550 nouvelles suppressions d'emplois qui donc se cumulent. Depuis 2008, l'administration des finances publiques a perdu plus de 30 000 emplois, dont plus de 4 000 rien que dans la sphère du contrôle fiscal. Voilà. On nous supprime des moyens humains, on nous donne pas les moyens légaux non plus pour lutter contre cette fraude fiscale, contre l'évasion fiscale, mais y compris tout est fait pour aider les plus riches à bénéficier et à être les seuls bénéficiaires du système. Anne-Marie de Pasquale, au niveau d'ATD Quart Monde, vous aussi, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de stigmatisation des personnes les plus pauvres ? Ah bah complètement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Effectivement, les pauvres sont des fraudeurs, les pauvres sont des profiteurs et on les sanctionne sur des montants qui sont des montants de survie parce que faut quand même suivre un parcours du combattant pour bénéficier de minima sociaux quand on est dans le besoin. Et à partir de là, ces minima, ils ne sont pas suffisants pour survivre. Donc ce qui est quand même complètement injuste. Il y a quand même des avancées en termes de lutte contre la fraude fiscale ou pas du tout dans la loi, selon vous ? Non. Donc c'est vraiment juste un faux nez en fait pour cacher une volonté de s'attaquer aux plus pauvres. Alors nous, totalement. Et nous, on regarde un peu de près quand même dès qu'ils parlent de fraude fiscale, etc. Et cette loi, c'est comme s'il n'existait rien, enfin rien d'autre. Rien n'est mis en place pour lutter réellement contre la fraude fiscale, y compris pour sanctionner les fraudeurs. Parce que là, vous voyez que toutes les principales articles de cette loi sont basés sur punir les fraudeurs, soi-disant, donc les allocataires de prestations sociales en particulier, mais rien n'est dit sur la sanction des fraudeurs fiscaux. Et donc, rien n'est dit contre ceux et celles qui aujourd'hui, ne participent pas et ne veulent surtout pas participer à la vie collective, à l'intérêt général et à la société qu'on s'est toutes données, en particulier en finançant les services publics et un certain nombre de choses. Donc, et c'est ça aussi qui est problématique. Donc, on voit bien dans quel sens ce gouvernement veut et tous ses alliés aussi, malheureusement, dans cette Assemblée nationale.
Anne-Marie de Pasquale, est-ce que vous avez des préconisations sur justement comment, au contraire, plutôt à mieux améliorer, mieux accompagner et à en finir en fait avec sa stigmatisation des plus pauvres? Déjà en finir avec cette politique de suspicion, je pense que ça c'est une première chose. Un accompagnement dans la confiance semble indispensable. Là, ça ne fait que renforcer des dispositifs qui existent déjà. Pour ce qui est du RSA, il y a déjà la loi plein emploi qui vient sanctionner, complétée par le décret sanction remobilisation, qui sanctionne déjà des personnes qui sont soupçonnées sans forcément avoir bénéficié d'un accompagnement, puisqu'on voit que les contrats sont signés parfois en ligne et pas directement, qu'il n'y a pas de rencontre avec un conseiller. Le volet accompagnement, c'est celui-là qu'on demande évidemment. Alors, j'aimerais qu'on écoute un extrait du ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, qui s'est exprimé le 2 avril dernier sur France Télé. Chasse aux fraudes sociales, c'est-à-dire les indemnités indues, c'est pas très bien, mais bon. Alors que la fraude fiscale est considérée comme beaucoup plus coûteuse pour les finances de l'État. Je voudrais corriger peut-être votre expression. Dans la fraude sociale, moi c'est celle-là que je gère. L'effort principal, il est sur les entreprises qui fraudent. Il n'est pas sur les personnes. Et dans les entreprises qui fraudent, vous avez deux grands motifs. Vous avez le motif historique, mais toujours là, du travail dissimulé, où les entreprises ne paient pas les cotisations. C'est des entreprises qui emploient des gens au noir. Au noir, exactement. Ou ils n'en déclarent pas assez ou pas assez d'heures. Il y a différentes manières de tricher. C'est très, très important parce que ça prive la sécurité sociale des cotisations. Et les cotisations, c'est ça qui permet de payer des retraites, de rembourser les gens quand ils sont malades. Donc, c'est très, très important. Et on a des instruments nouveaux dans cette loi qui nous permettront d'être plus efficaces. Et puis, une nouvelle forme de fraude, c'est la fraude à la formation, qui est d'ailleurs qui est doublement critiquable. Critiquable parce qu'elle triche sur l'argent public. Plus grave, elle fait des mauvaises formations pour les jeunes qui, à l'issue de leur formation, n'ont pas leur diplôme et n'arrivent pas à s'insérer dans la vie professionnelle. Moi, j'ai déjà décidé de fermer un centre de formation d'apprentis en région parisienne. On va en fermer d'autres s'il le faut. Et là encore, cette loi nous permettra d'éviter cette fraude, je vous dis, doublement critiquable, fraude à l'argent public et sur le dos des jeunes. Alors, on en parlait, vous disiez 13 milliards, 14 milliards d'après le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Donc ça, c'est le montant de la fraude sociale. La moitié sont le fait du travail dissimulé qui permet aux employeurs d'éviter, entre autres, par exemple, de payer les cotisations patronales. On a entendu que le ministre du Travail, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, finalement, cette volonté de lutte contre le travail dissimulé ? On ne peut pas s'opposer à cette volonté, mais là, en fait, il masque la réalité. Il masque la réalité du contenu de la loi, qui ne s'adresse pas spécialement aux entreprises qui fraudent aux déclarations sociales. C'est du marketing un peu pour... Complètement, là c'est pour évacuer le sujet, mais le sujet c'est pas celui-là. Là c'est de la communication pour nous endormir en fait, clairement, et se endormir sur ce qu'ils font clairement. Quand vous voyez la loi, parce que maintenant c'est plus un projet de loi, la loi, vous voyez très clairement que c'est pas sur les entreprises, le patronat qu'ils s'attaquent, c'est sur les allocataires des prestations sociales. Et c'est eux qui sont montrés du doigt en nous disant que quand vous touchez des allocations, que vous trichez et que vous êtes des fraudeurs. Cette loi, elle dit ça en fait. Bon, et c'est pas la communication du gouvernement, que ça soit Farandou ou quelqu'un d'autre, parce qu'on les entend beaucoup depuis quelques jours, qui démontreront ça. Il faut lire la loi. Et la loi, elle est claire. Mais là, excusez-moi, mais il détourne quand même le sujet en prétendant que des centres de formation, parce qu'ils ne sont pas corrects, empêchent des jeunes de s'insérer concrètement dans la société. Et là, le problème, c'est encore un autre, c'est celui du manque d'emploi réel. Donc, il détourne à nouveau la question. C'est quand même le ministre du Travail. Et c'est très drôle parce que, dans le même temps, il ne répond pas à la question de la journaliste qui lui parle du montant de la fraude fiscale. Et donc, lui, il évite, il se cache derrière son mandat de ministre du Travail pour pas répondre à la réalité du montant et de la fraude fiscale, parce que de toute façon, c'est pas de ça dont il s'agit et que cette loi n'est qu'une loi contre les pauvres et c'est une chasse de nouveau contre les plus pauvres de ce pays. Alors justement, on parle de chasse contre les plus pauvres de ce pays. La fraude aux prestations sociales, elle est estimée à 400 millions d'euros chaque année. C'est vrai que quand on met ça dans la balance par rapport à la fraude fiscale, on a l'impression qu'il y a quand même un déséquilibre assez important.
Bien sûr, et là, comme vous l'avez dit, on supprime des moyens pour contrôler la fraude fiscale. Donc effectivement, c'est 2 poids, 2 mesures qui sont déjà existants. Tous ces dispositifs, ils existent pour contrôler. Mais pour contrôler en accompagnant, le nombre d'erreurs qui sont faites parce que les formulaires sont compliqués, parce que l'accès au numérique est difficile, n'est pas forcément du fait d'un fraudeur avéré. Parfois, c'est des cas de fraude qui ne sont pas forcément volontaires et qui sont créés par la complexité des procédures, c'est ça que vous voulez dire ? Ça, c'est très facile à régler. Par contre, une suspension de droit, si c'est 3 mois sans recevoir de revenus, comment ça se passe dans la famille ? Quels sont aujourd'hui, on en a parlé un petit peu, justement, les principaux obstacles à une lutte efficace contre la fraude fiscale, Sandra Demarque peut-être ? Déjà, la volonté politique. Je pense que c'est la plus importante. Quand il n'y a pas de volonté politique pour lutter contre la fraude fiscale, il y a rien qui va se passer. Et c'est ce gouvernement-là, c'est les précédents, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de volonté politique pour lutter contre la fraude fiscale. Pourquoi ? Parce que ça concerne les plus grands fortunés, les plus grandes entreprises. En ce moment, en particulier, les amis proches de ce gouvernement, etc. Donc, regardez tout ce qui s'est passé autour du débat sur le projet de loi de finances à l'automne. Dès qu'il y a eu cette discussion autour de la taxe Zuckman, alors franchement, ça n'allait pas mettre en difficulté les milliardaires, vraiment pas. Quand vous voyez des milliardaires comme Bernard Arnault, qui parle quand même très peu, qui s'est mis à défendre en disant « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Si vous nous taxez, nous allons partir et tout. » Enfin, c'est toujours le même topo qui nous font. Et donc, on refuse. Il n'y a pas de volonté politique. Et tant qu'il n'y aura pas cette volonté politique, il n'y aura pas de moyens qui seront donnés aux finances publiques, à la Direction générale des finances publiques, donc c'est-à-dire des moyens humain, parce qu'il faut recruter pour contrôler clairement. C'est pas l'intelligence artificielle qui fera le travail à notre place, clairement. Et il faut nous donner aussi des moyens juridiques, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, au contraire. Et cette loi-là n'est pas une loi contre la fraude fiscale. Les lois précédentes ont même permis de dire qu'il fallait pas être trop invasif dans nos contrôles dans les entreprises, etc., qu'il fallait être compréhensible, etc., et accompagner les entreprises. Donc, petit à petit, et depuis un certain nombre d'années, en fait, le contrôle fiscal, en particulier, il est totalement dénaturé de sa nature première. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrôler une entreprise, ça serait mettre à mal une entreprise. Mais non, contrôler une entreprise fiscalement ou des plus fortunés, c'est le revers de notre système fiscal d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous déclarez, et le revers de la déclaration, c'est que nous, on contrôle pour voir que vous soyez bien dans les clous et pour pas tricher ou frauder. Donc, il n'y a pas de volonté politique pour ça, et tant qu'il n'y en aura pas, il n'y aura pas de lutte réelle contre la fraude fiscale, qui pourtant s'élève entre 80 et 100 milliards par an. Même chose en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté ? Oui, je pense même qu'il y a une volonté politique de continuer à montrer du doigt les pauvres comme des fraudeurs, et ensuite de se dire qu'on est obligé de faire des lois, puisque effectivement c'est un fait, alors que c'est un fait qui est complètement fabriqué. Alors, Anne-Marie de Pasquale, il y a un de vos collègues, Geoffrey Renimel, qui a déclaré à Bastamac dans une interview sur le sujet que cette loi, c'était la concrétisation des discours sur l'assistanat qui ont prospéré. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ces discours sur l'assistanat ? Les pauvres sont des profiteurs, et en fait, c'est l'image de la personne qui est bénéficiaire d'un RSA qui est dans son canapé. En fait, classique, alors que le non-recours, je vous l'ai dit tout à l'heure, 33% des personnes qui n'ont pas recours au RSA. Donc, effectivement, c'est la suite de la loi plein emploi et du décret sanction. C'est la suite de la loi Kasbarian qui, soi-disant, est là pour empêcher les squats, alors qu'il y a 30 000 expulsions locatives qui se sont passées cette année en hausse de 25%. C'est la suite. C'est en fait c'est une espèce de construction politique, justement, d'un problème qui n'en est pas un. Ou d'un problème qui est pris à l'envers, en fait, oui. Pour moi, c'est un problème qu'on puisse encore tolérer la pauvreté aujourd'hui, mais ce qu'on ne tolère pas, c'est les pauvres, et on ne chasse pas la pauvreté. Donc on se trompe.
Ce texte, ça fait plusieurs mois qu'il est discuté au Sénat comme à l'Assemblée. Il y a eu beaucoup d'évolutions au gré des amendements proposés. Parmi eux, justement, cet amendement du député RN David Magnier. Alors cet amendement vise à renforcer le caractère dissuasif des sanctions en matière de fraude aux prestations sociales. On le voit dans le cadre actuel ne permet pas de lutter efficacement contre les fraudes répétées. Or, détourner des prestations, c'est priver ceux qui en ont réellement besoin. Donc cet amendement propose un dispositif de pénalité progressive. Donc une amende plancher égale au triple des montants indûment perçus dès la première fraude, une majoration à 5 fois le montant en cas de récidive et à partir de la 3e infraction, des suspensions aux droits sociaux et pour les particuliers et des fermetures administratives renforcées pour les entreprises. Avec ce dispositif, nous assurons une protection plus efficace des finances publiques et envoyons un signal clair, la tolérance zéro sur la fraude aux prestations sociales. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre avis ? Alors ça, c'est un amendement qui a été voté, mais qui n'était même pas dans le projet de loi initial. Qu'on entende ce genre de discours de la part de l'extrême droite, c'est pas particulièrement surprenant, ça fait un moment que c'est leur fonds de commerce. En revanche, que ce soit repris par certains députés macronistes et les Républicains, est-ce que ça vous étonne ou bien pour vous, ça participe d'un glissement assez logique ? Enfin, nous, on considère que ça participe d'un glissement logique. Et par ailleurs, c'est très important de montrer ce genre d'amendements proposés par le Rassemblement national. Comme ça, tous ceux et toutes celles qui peuvent penser que le Rassemblement national, quand on est pauvre, précaire, etc., sera la solution à leurs problèmes. En fait, là, ça démontre clairement que le Rassemblement national, en fait, il gouvernera et contre les pauvres et pour toujours les plus riches, parce que ils ont zéro tolérance pour les fraudeurs sociaux, hein, c'est ce qu'ils viennent de dire. En revanche, on aimerait bien qu'il ait zéro tolérance aussi pour les gens de son parti qui fraudent et qui sont même condamnés. Anne-Marie de Pasquale. Ce discours, il est inquiétant, et ce glissement que vous avez nommé de la droite macroniste vers ce vote, il est inquiétant à un an des présidentielles. Comment est-ce qu'on fait pour inverser cette tendance ? Est-ce qu'il y a des moyens, même à Théo Carmon, est-ce que vous réfléchissez à cette question de comment on arrive à renverser en fait toutes ces idées-là qui sont de plus en plus ancrées. On le voit du coup même dans les comportements aussi des électeurs et de ce que les gens pensent en fait finalement des pauvres. On a beaucoup travaillé sur la maltraitance institutionnelle, qui là s'incarne complètement dans les décisions qui sont en train d'être prises et qui est prise souvent contre le gré des agents eux-mêmes. Il faut le souligner. Je fais vraiment une différence entre les lois et les décisions et les personnes. Alors ce qu'on a vraiment travaillé, c'est repartir sur un accompagnement basé sur la confiance et des moyens qu'on mettrait vraiment sur quelque chose qui se passe au niveau de la confiance. Ça changerait déjà les choses. Ne pas supprimer des droits si on soupçonne une sanction, mais peut-être convoquer la personne et puis lui dire est-ce que là, il n'y a pas quelque chose que vous n'avez pas su faire Voilà, entrer dans un dialogue de confiance, ça c'est une chose qui est simple à faire quand un agent n'a pas 200 personnes dans son portefeuille, comme on dit, à contrôler. Donc c'est aussi remettre des moyens, j'imagine, dans les actions de prévention plutôt que de punition et de répression. Oui, je ne pense pas qu'il y ait seulement l'administration financière et fiscale qui soit en train de pâtir des suppressions de postes de finances publiques, enfin de moyens publics. Sandra Demarque, peut-être justement là-dessus. Oui, il faudrait évidemment renforcer les services publics, mais aussi peut-être rappeler quelle société on s'est donnée, en fait, comment on l'a construite et pourquoi, après 1945 entre autres, mais pas seulement. C'est de se dire que il y a la notion d'égalité, ce que ça veut dire, etc. Enfin, repartir sur des bases qui sont sans doute perdues pour un certain nombre de personnes et peut-être aussi rappeler à quoi sert pour nous l'impôt et parce que aussi on entend souvent dire que l'impôt en fait c'est quelque chose de mal, etc., qu'on est trop imposé dans ce pays, etc., alors que l'impôt en fait c'est notre richesse commune, elle permet des choses pour le collectif et donc tout le monde devrait y participer et en particulier ceux et celles qui évitent l'impôt soit de façon légale, soit de façon totalement illégale. Donc rappeler ça et peut-être aussi avoir, ça c'est un petit clin
d'œil pour le média, mais avoir peut-être plus d'émissions de fond qui ne répètent pas simplement les propos gouvernementaux et autres. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous sur le plateau du Média pour parler de ce sujet. Donc, je rappelle, Sandra Demarque, vous êtes secrétaire nationale du syndicat Solidaires Finances Publiques et vous, Anne-Marie de Pasquale, vous êtes déléguée nationale d'ATD Carmont. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci.